Donc, bienvenue à tous. Merci de votre présence à cette séance virtuelle. Vous savez, c'est important pour nous de continuer à avancer et avancer avec vous. Donc, c'est pour ça qu'on fait des séances virtuelles en ce moment avec la COVID-19, ce qui nous permet d'avoir une participation citoyenne tout en respectant les mesures sanitaires puisque nous sommes chacun chez soi. Donc, nous utilisons tous les moyens à notre disposition, le courriel, le téléphone, la présentation. Vous aurez aussi plusieurs jours par la suite pour nous écrire. Et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous pour voir ce projet, pour entendre vos commentaires. Je suis persuadée qu'il y aura beaucoup de commentaires. Je tiens à préciser dès le départ qu'aujourd'hui, c'est une séance d'information et de consultation publique. Ce n'est pas une séance où nous allons décider, il n'y aura pas de vote non plus. C'est vraiment une séance où on vous invite à poser toutes les questions que vous avez par rapport au projet et à émettre votre opinion. Et si vous avez besoin de temps pour vous faire une opinion, n'hésitez pas à nous la transmettre par la suite. Là, vous aurez jusqu'au 1er septembre. Donc, je vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Oui, bonsoir. Effigie Anouche, la conseillère de ville dans Bordeaux-Cartierville. Je vous donne un peu le contexte. Depuis plus de 30 ans, les résidents de mon district demandent la sécurisation du boulevard Gouin dans sa partie présente dans le bois de Saraguet, alors entre Toupin et la rue Camille. Le tronçon n'a pas du tout de trottoir. Les étudiants du Collège Sainte-Marceline et les personnes vivant à la résidence L'Amitié ne peuvent jamais marcher au bord du boulevard Gouin en sécurité. De plus, on n'y retrouve aucune piste cyclable sécuritaire et les arrêts d'autobus sont sur des chemins de terre le long du bois. Je suis donc très fière qu'on puisse finalement vous présenter ce projet ce soir. Et s'il vous plaît, profitez des experts qui sont en ligne avec nous pour poser vos questions et pour partager vos inquiétudes et vos commentaires. C'est en ligne, c'est pas en personne, c'est peut-être pas idéal, mais je suis très contente qu'on attend quand même 200 personnes à cette séance d'information qui n'est pas très commun. Alors, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, mesdames. On va procéder justement quant aux objectifs de la séance. Il s'agit en fait de vous présenter l'ensemble du projet de réaménagement du boulevard Gouin-Ouest entre le boulevard Toupin et l'avenue Martin. On veut aussi recueillir vos commentaires et vos questions sur le projet pour aider l'équipe à orienter la conception détaillée du projet. Donc, je laisse la parole à Madame Francine Dubois et Monsieur René Molinier pour la présentation du projet. Bonsoir. Voici l'ordre dans lequel nous allons vous présenter le projet de réaménagement du boulevard Gouin. Dans un premier temps, nous verrons le contexte. Par la suite, la situation existante, les critères d'aménagement, les options, l'analyse comparative et le sommaire du projet. Bon, des petits problèmes techniques là, qui s'étaient prêts à s'arranger. Fait que maintenant, si on commence par le contexte. Oui, page suivante. OK. Le boulevard Gouin est situé dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. C'est le seul lien est-ouest au nord de la voie ferrée dans ce secteur. Le projet consiste à réaménager entièrement le boulevard Gouin-Ouest entre le boulevard Toupin et l'avenue Martin. C'est la ligne en rouge sur le plan. Éventuellement, le projet devrait se prolonger jusqu'au boulevard Pitfield, la ligne en violet sur le plan. L'enfouissement des fils électriques aériens est prévu pour tout le long du boulevard. Le boulevard aussi traverse le parc nature du Bois de Saraguet. Ce parc possède le statut de site patrimonial déclaré, équivalent à celui que le Mont-Royal a. Il fait aussi partie de l'éco-territoire de la coulée verte du ruisseau Bertrand, qui est situé dans le parc nature du Bois de Liège, juste à côté, à la gauche sur le plan, près de l'autoroute 13.
Les objectifs du projet. L'objectif principal du projet de réaménagement du boulevard Gouin est d'offrir des parcours sécuritaires et conviviaux pour tous les types d'usagers en concordance avec plusieurs programmes et plans de la Ville de Montréal. 2 options sont étudiées pour l'emplacement du lien cyclable entre le boulevard Toupin et l'avenue Joseph-Saucier. Ce projet souscrit à l'approche Vision Zéro. Voici les différents plans et programmes qui vont influencer les aménagements du boulevard Gouin. Premièrement, le plan local de déplacement d'Onsic-Cartierville. Le parcours Gouin qui réunit les 5 arrondissements qui longent la rivière des Prairies. Le plan vélo 2019 de l'arrondissement Onsic-Cartierville. Suivant. Le parcours riverain du service de l'urbanisme et de la mobilité. Suivant. Le programme du réseau des corridors verts, du service des grands parcs, du Mont-Royal et d'Espoir. Tous ces programmes ont comme but de bonifier les aménagements du boulevard Gouin, d'avoir des liens piétons et cyclables et de mettre en valeur le caractère patrimonial du boulevard Gouin et des parcs nature. Maintenant, si on regarde la situation existante, je vous propose de venir vous promener le long du boulevard Gouin. On se trouve présentement près de l'intersection du boulevard Toupin sur le boulevard Gouin et on va se diriger vers l'ouest. Vous pouvez voir à l'écran que la chaussée est assez large à ce niveau-là et qu'il y a un trottoir de chaque côté. Si on avance un peu plus à l'ouest, on aperçoit que la chaussée est réduite. Et on a perdu, par contre, un trottoir du côté gauche, du côté sud. Et, reviens en arrière. OK. Si on regarde un peu plus loin, après l'intersection de l'avenue Joseph-Édouard Sanson, on se rend compte aussi que la chaussée est encore réduite et qu'on n'a plus de trottoir. C'est une des caractéristiques du boulevard Gouin. L'emprise de rue le long du boulevard Gouin est très variable. Elle varie de 11 à 15 mètres. Et elle n'est pas parallèle au chemin. Ici, on est encore un petit peu plus vers l'ouest. On est près de l'avenue Wilfrid-Lazur. Vous pouvez noter à droite de la photo le long mur en pierre patrimoniale. Vous constaterez aussi la présence des poteaux des lignes électriques qui sont juste le long de la chaussée. Suivant. On arrive maintenant à l'entrée du parc du Bois de Saraguet. Vous constaterez à gauche de la photo un arrêt d'autobus où il n'y a absolument aucun aménagement pour recevoir les gens qui circulent avec les transports collectifs. On avance encore un peu plus vers l'ouest. Suivant. On est rendu dans le parc du Bois de Saraguet. Vous constaterez toute l'ambiance boisée de ce parc. C'est un des critères qu'on essaye de conserver le plus possible lors des aménagements du boulevard Gouin. Vous constaterez aussi que la voiture qu'on voit au loin n'a pas respecté les limites de vitesse. C'est une des problématiques sur le boulevard Gouin, la vitesse. Ici, on est rendu au milieu du parc du Bois de Saraguet, près de l'entrée en fait, c'est la sortie du collège Sainte-Marceline et de la résidence de l'amitié des personnes âgées. Le collège Sainte-Marceline enseigne au niveau primaire et secondaire. Vous constaterez que les arrêts d'autobus de part et d'autre sont très déficients au niveau de l'aménagement et il y a toute une sécurisation à faire au niveau de l'accès au collège Sainte-Marceline. Suivant. On continue toujours vers l'ouest. On est rendu entre l'avenue Le Mésurier et Martin. À gauche, vous avez le développement domiciliaire qui est repris après. Et à droite, vous avez le parc du Bois de Saraguet qui continue. On avance toujours vers l'ouest. On est rendu maintenant à la fin du projet du boulevard Gouin, à l'avenue Martin. Ici, on ne sait pas encore exactement où va se terminer le réaménagement. Ça va être une coordination à faire avec différents services de la Ville et Hydro-Québec, à savoir est-ce qu'on va
enfouir, enlever le premier poteau qu'on voit à l'écran ou le deuxième. C'est des questions techniques souvent qui vont déterminer exactement lequel poteau on va arrêter d'enfouir. Maintenant, on vous a parlé qu'il y avait une autre option pour le projet. C'est sur l'avenue Jean Bourdon. C'est une rue qui est parallèle au boulevard Gouin. Vous constaterez que la chaussée est assez large, qu'il y a un trottoir de 1,5 de chaque côté et on voit les symboles d'une chaussée désignée. Si on continue plus loin, vers l'ouest, on arrive à l'avenue suivante. On arrive à l'avenue Joseph-Saucier. Oups, c'est un peu trop vite. Peux-tu reculer? OK. On arrive à l'avenue Joseph-Saucier, qui est perpendiculaire au boulevard Gouin. Là aussi, la chaussée est assez large, mais on a un trottoir d'un côté et une bordure le long du parc du Bois de Saraguet. Là, ici, on a une chaussée désignée pour les cyclistes. Suivant. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue René Molinier qui va vous parler des critères d'aménagement. Merci. Oui, merci Francine. Donc, après cet aperçu des aménagements existants, je vais vous présenter les critères d'aménagement utilisés pour développer les solutions à venir. Ces critères d'aménagement s'articulent autour de 3 axes, soit l'expérience de l'usager, la mobilité et la sécurité. L'expérience de l'usager se réfère à comment le réaménagement de rue s'harmonise avec le milieu. Ici, le milieu est résidentiel, patrimonial et institutionnel. Nous avons donc mis l'emphase sur le confort des piétons au moment de se déplacer ou d'attendre les autobus, le confort des cyclistes, ainsi que la mise en valeur du parc en travaillant de consort avec le service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. Ensuite, la mobilité consiste à mettre en place des infrastructures permettant l'ensemble des déplacements liés au travail, aux études ou aux loisirs. Tel que mentionné en début de présentation, le boulevard Gouin a comme particularité d'être le seul axe est-ouest continu desservant le secteur de l'arrondissement situé au nord de la voie ferrée. Il est donc important de maintenir une voie de circulation par direction pour les véhicules de promenade, les véhicules d'urgence, ainsi que pour les autobus. La mobilité concerne l'ensemble des modes de transport et on observe actuellement des lacunes importantes du côté des infrastructures pour piétons et pour cyclistes, et par conséquent que les aménagements ne sont pas universellement accessibles. Enfin, la sécurité, en cohérence avec l'approche Vision Zéro adoptée par la Ville, qui consiste à éliminer les risques d'accidents mortels et causant des blessés graves, nous proposons des aménagements visant à réduire la vitesse de déplacement et réduire les zones de conflit entre piétons et véhicules et entre piétons et cyclistes. Ceci est d'autant plus important dans un milieu comptant des institutions dédiées aux enfants et aux personnes âgées. Et maintenant, nous connaissons bien les aménagements dédiés aux piétons, qui sont des trottoirs surélevés par rapport à la chaussée. Et je propose de prendre un court moment pour exposer les différents types d'aménagements cyclables et leurs particularités. D'abord, la chaussée désignée. Dans ce type d'aménagement, les cyclistes circulent directement dans les voies de circulation. On observe donc un risque d'emportiérage avec les autos stationnées et que les véhicules ne respectent pas toujours la distance de sécurité au moment d'effectuer des manœuvres de dépassement, souvent par manque d'espace, ce qui crée un inconfort et un risque de collision latérale avec les cyclistes. Ce type d'aménagement convient aux cyclistes expérimentés qui savent circuler en milieu urbain et adapter leur conduite. Ensuite, la bande cyclable est une voie réservée pour cyclistes et offre donc un espace dédié à ces derniers. Cette voie réservée est délimitée par une ligne de marquage au sol de couleur blanche. Par contre, les lignes de marquage au sol sont peu visibles en hiver et sont partiellement ou totalement effacées au printemps. Ce type d'aménagement a l'avantage de pouvoir être déployé rapidement sur les rues locales pour sécuriser les cyclistes. Enfin, la piste cyclable est un aménagement qui offre un corridor dédié aux cyclistes, physiquement séparé de la circulation véhiculaire. Dans l'image qu'on voit à l'écran, la piste cyclable est séparée des voies par interplein en béton planté. Lorsque placée entre les voies de circulation véhiculaire et le trottoir,
Ce type d'aménagement éloigne les véhicules routiers des piétons et augmente le sentiment de confort et de sécurité. C'est le type d'aménagement recommandé sur les rues achalandées comme le boulevard Gouin. Je vais maintenant vous exposer les options d'aménagement que nous avons développées pour ce projet. Le tronçon de rue réaménagé se trouve entre l'avenue Martin et le boulevard Toupin. Pour résumer, ce tronçon de rue se situe dans deux secteurs distincts, le secteur du parc et le secteur résidentiel. Et si on commence par le secteur du parc, qui est situé entre les avenues Martin et Joseph-Saucier, nous proposons l'ajout d'un trottoir du côté nord, qui est le côté où se situe le collège Sainte-Marceline, ainsi que l'ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle. Comme nous pouvons le voir sur le dessin et la photo du haut, illustrant la situation existante, aucun espace n'est dédié aux piétons ou aux cyclistes. Ceux-ci doivent donc circuler et attendre l'autobus directement dans la chaussée, soit dans les voies de circulation dont les largeurs sont insuffisantes pour conserver une distance de dépassement sécuritaire, soit dans les accotements asphaltés de moins d'1 mètre de largeur. Nous proposons donc l'aménagement illustré en bas, en allant de gauche à droite, le maintien d'une voie de circulation par direction pour les véhicules. Notons que les largeurs de voies sont réduites et des bordures viendront baliser la chaussée véhiculaire dans le but de diminuer la vitesse et les distances de freinage. Ensuite, on ajoute une piste cyclable bidirectionnelle séparée des voies de circulation par un terre-plein planté, puis l'ajout d'un trottoir en béton surélevé par rapport à la piste cyclable. Ce trottoir aura une largeur suffisante pour que tous les usagers puissent se déplacer de façon simple et sécuritaire. Enfin, comme nous pouvons le voir sur l'image située en bas à droite de la diapositive précédente, nous aménageons également de nouveaux trottoirs du côté sud de la rue au niveau des arrêts d'autobus. Plus loin dans le parc, nous proposons le même principe d'aménagement. Les largeurs d'emprise nous permettent cette fois d'élargir le terre-plein situé entre les voies de circulation et la piste cyclable pour y planter des arbres, et ce, sans nuire à la zone marécageuse située au sud du boulevard. L'ancien chemin Gouin, que l'on voit à droite du dessin, et qui passe actuellement au nord du boulevard existant, pourra être cédé au parc nature du Bois de Saraguet suite aux travaux. Maintenant que nous avons vu les propositions d'aménagement pour le secteur du parc, passons au secteur résidentiel. Pour ce secteur résidentiel, nous avons développé deux options différentes d'aménagement. Tout d'abord, l'option 1, qui est l'option illustrée à l'écran. Nous poursuivons le concept d'aménagement proposé dans le secteur du parc, soit l'ajout d'un trottoir du côté nord entre les avenues Joseph-Saucier et Albert-Prévost, ainsi que l'ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle séparée des voies de circulation par un terre-plein et le maintien d'une voie de circulation par direction. Comme c'est le cas dans le secteur du parc, nous proposons l'ajout d'un seul trottoir du côté nord en raison de limites d'emprise et pour limiter la coupe d'arbres existants. Évidemment, pour le tronçon de rue qui est situé entre l'avenue Albert-Prévost et le boulevard Toupin, nous reconstruisons les trottoirs existants des deux côtés. Et avec ces contraintes, nous avons développé également une deuxième option. Cette option consiste à aménager des trottoirs de manière continue des deux côtés de la rue et à maintenir une voie de circulation véhiculaire par direction. Ainsi, cette option implique une discontinuité de l'aménagement cyclable sur le boulevard Gouin. Pour pallier à cette discontinuité et offrir un réseau cyclable sécuritaire et confortable pour tous, nous proposons la sécurisation des aménagements cyclables existants sur les avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier. Pour ce faire, donc ici on voit la coupe de l'aménagement sur le boulevard Gouin qui consiste à une voie par direction et l'ajout de trottoir des deux côtés. Puis, à la diapositive suivante, on voit les coupes des avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier. Sur ces avenues-là, il nous faut donc interdire le stationnement des deux côtés de la rue pour y aménager des bandes cyclables et améliorer le confort et la sécurité des cyclistes par rapport à la chaussée désignée existante. Les travaux sur les avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier se limiteraient donc à des modifications au marquage au sol
et à la signalisation écrite uniquement. Je vais maintenant céder la parole à Francine qui va expliquer l'exercice d'analyse comparative que nous avons effectué par rapport à ces deux options. Non, la caméra ne marche toujours pas. OK. Pour évaluer les deux options, on a essayé d'établir une trentaine de critères pour excusez, j'ai des petits problèmes informatiques là, qui me dérangent un peu. Là. OK. Bon. Pour évaluer, faire l'analyse comparative des deux options, on a établi une trentaine de critères qu'on a regroupés sous les trois grands axes sur les critères d'aménagement de la direction de la mobilité, qui sont l'expérience de l'usager, la sécurité et la mobilité. Et pour rendre le tout un peu plus visuel graphiquement, on a choisi de procéder avec un code de couleur. Le vert représente un avantage, une amélioration au niveau de l'aménagement. Le jaune est neutre, il représente peu ou aucun changement. Et le rouge représente un inconvénient ou une diminution au niveau des aménagements. Mais pour éviter de vous assommer avec toute cette liste, on a sélectionné 11 critères qui sont les plus importants ou dont l'enjeu a plus d'importance pour les riverains. Si on regarde à la prochaine diapo, on a ces 11 critères. Au niveau de l'expérience de l'usager, il y a l'acquisition de portions de l'eau qui est requise pour élargir le boulevard Gouin. Dans l'option 1, on doit acquérir des portions de l'eau sur une quinzaine de terrains. Pour l'option 2, on a une acquisition de portions de l'eau et plusieurs acquisitions de servitudes pour installer les lampadaires. Maintenant, au niveau du respect des orientations du plan vélo 2019, des programmes du parcours riverain et du réseau des corridors verts, l'option 1 respecte les orientations de ces programmes. L'option 2 les respecte partiellement. Maintenant, au niveau du confort des piétons, on a dans l'option 1 un nouveau trottoir continu de 1,8 m et dans l'option 2, on a 2 nouveaux trottoirs continus. Maintenant, au niveau du confort des cyclistes, dans l'option 1, on a une piste cyclable protégée et dans l'option 2, on n'a pas de lien cyclable officiel, ce qui n'empêche pas les cyclistes de circuler sur Gouin. Et au niveau de Jean Bourdon et Joseph Saucier, on a des bandes cyclables qui remplacent la chaussée désignée. Maintenant, au niveau de la sécurité des déplacements, au niveau de l'option 1, on a une séparation des usages pour les piétons et les cyclistes. Il y a une nette distinction entre les trottoirs et la piste cyclable. Au niveau de l'option 2, il y a un risque de confusion des usages. Au niveau des trottoirs, les cyclistes risquent de circuler sur les trottoirs parce qu'ils n'auront plus d'accotement au niveau de la chaussée. Ensuite, au niveau de la protection des piétons, on a des trottoirs continus autant dans l'option 1 et dans l'option 2. Au niveau de la protection des cyclistes, on a une piste cyclable protégée par un terre-plein dans l'option 1. Et dans l'option 2, on n'a aucune protection sur le boulevard Gouin, mais dans l'avenue Jean Bourdon et Joseph Saucier, on élimine les risques d'emportiérage. Maintenant, au niveau de l'accessibilité aux entrées véhiculaires, dans l'option 1, les accès aux entrées du côté nord du boulevard vont demander plus d'attention aux résidents pour accéder à leur résidence. Au niveau de l'option 2, il n'y a pas de changement. Maintenant, au niveau de la mobilité, le partage de l'espace de la rue. Au niveau de l'option 1, on a une amélioration pour les piétons et les cyclistes. Et au niveau de l'option 2, on a une amélioration pour les piétons sur le boulevard Gouin et une amélioration pour les cyclistes sur Jean Bourdon et Joseph Saucier. Maintenant, on a regardé aussi le temps de parcours cycliste de l'intersection des boulevards Toupin et Gouin à l'intersection de l'avenue Martin et Gouin. Les données viennent de Google. Pour l'option 1,
on a un temps de parcours de 5 minutes. Et pour l'option 2, on a un temps de parcours de 7 minutes. Maintenant, au niveau du stationnement, au niveau de l'option 1, il n'y a aucun changement. Et au niveau de l'option 2, pour le boulevard Gouin, il n'y a pas de changement, mais pour les avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier, on doit éliminer le stationnement sur les deux côtés de la rue pour aménager les bandes cyclables. Maintenant, si on regarde au niveau du sommaire du projet, pour les aménagements entre le boulevard Toupin et l'avenue Martin, le concept d'aménagement retenu sera dévoilé au mois de septembre 2020. La transplantation et l'abattage des arbres est prévu à l'automne 2021 pour respecter la loi fédérale sur la protection des oiseaux migrateurs. Un sentier temporaire aussi sera aménagé entre l'avenue Joseph-Saucier et le collège Sainte-Marceline, qui sera construit à l'automne 2021, à l'endroit où on va avoir abattu des arbres. Ce sentier sera aussi déneigé durant l'hiver 2021-2022. La réalisation du projet de réaménagement est prévue pour 2022. Le projet pour l'enfouissement est environ de 10 millions et le budget pour l'aménagement est environ de 20 millions. Concernant le futur aménagement entre l'avenue Martin et le boulevard Pitfield, on attend l'approbation du projet d'enfouissement des fils aériens par la Ville et Hydro-Québec pour finaliser la planification de ce projet. Il n'y a pas de date pour ce projet actuellement. Je vais laisser la parole à Marie-Joëlle pour l'échange en direct. Merci. Merci beaucoup, Francine. Merci, René. On procédera effectivement à l'échange en direct avec les membres de l'équipe du projet et vous, les participants à la maison, qui êtes au nombre de 165 actuellement. Il est maintenant 19h30. La prochaine partie, la prochaine section de la présentation, qui est cet échange en direct, durera environ 1 heure. Le temps de répondre à un maximum de questions, donc que ce soit des questions sur la présentation, ses points forts, ses points faibles, sur les aménagements proposés, que ce soit dans le parc nature du Bois de Saraguet ou sur les 2 options pour l'emplacement du lien cyclable. Toutes les questions sont les bienvenues, évidemment. On vous invite encore une fois à les poser dans l'onglet questions-réponses situé dans le bas de votre écran, puis à les formuler de manière qu'elles soient courtes pour nous assurer de répondre à plus de questions possibles. Cela dit, selon la quantité que nous allons recevoir, il se peut que nous n'ayons pas le temps de tout traiter. Donc, si c'est le cas, les questions non répondues, soyez sans crainte, seront compilées et nous y répondrons par écrit dans un compte-rendu qui sera rendu disponible sur la page web du projet, sur le site de l'arrondissement très prochainement. Sachez qu'on conserve tout ce qui sera partagé par écrit afin d'en tenir compte dans l'orientation du projet. Donc, même chose pour ceux et celles qui ont laissé des commentaires, qui ont partagé des préférences vis-à-vis de l'option 1 ou 2 avant la séance de ce soir, que ce soit par courriel, par téléphone. Sachez que nous les considérons tous, mais que ce soir, seules les questions seront relayées à l'oral. Donc, parmi justement les 15 personnes qui nous ont contactés avant la diffusion de ce soir, 4 questions sont ressorties, dont une première qui nous est venue de M. Didier Métaux. Et la question va comme suit. Pourquoi proposer 2 options qui sont complètement opposées et une option qui ne correspond en aucun point au but proposé par la Ville de Montréal? Donc, je laisse M. Bordelot répondre. Alors, bonsoir. Je tente d'animer ma caméra. Ça ne fonctionne pas de mon poste. Mais bonsoir à vous tous. Ça me fait plaisir de vous revoir après ce délai parce que si on se rappelle bien, j'étais présent lors de la première rencontre et échange avec certains d'entre vous qui avait lieu à l'automne 2018. Donc, oui, effectivement, si on se rappelle bien, lors de cette rencontre-là, on avait présenté ce que j'appellerais le scénario de base. Et suite aux échanges, les gens nous avaient demandé pourquoi vous n'avez pas regardé une autre
une autre alternative qui aurait été, par exemple, de développer un meilleur lien cyclable sur Jean Bourdon. On s'était quitté, on s'était dit qu'on vous avait entendu, on s'était quitté en disant que l'option de base demeurait l'option 1 qui est présentée ce soir, mais on vous a aussi présenté ce soir justement l'option 2 en fonction des commentaires qui avaient été émis par les gens qui résidaient en façade sur le boulevard Gouin. Donc, essentiellement, dans les plans de la ville, le projet de base, dans l'harmonisation globale, comme selon les critères que Mme Dubois vous a présentés dès le départ, est l'option 1. Et on vous a mis en comparable un peu les tenants et aboutissants de ce que deviendrait le développement de l'option 2. Merci. Merci, M. Bordelot. J'enchaîne avec une autre question qui nous est parvenue de Elias Eli Cassicia, qui demande pourquoi l'option 1 indique uniquement un trottoir et non pas 2 trottoirs, ce qui serait beaucoup plus sécuritaire pour les piétons. Madame Dubois, je vous laisse répondre. Oui. Bon. Voyons. OK. Oui, bonsoir. Pourquoi seulement un trottoir? C'est que, comme je mentionnais, l'emprise est vraiment très variable. À des places, on a 11 mètres d'emprise. Et pour faire les aménagements qu'on prévoit avec un trottoir, une piste cyclable et la chaussée, on a besoin de 13 mètres. Fait que c'est sûr qu'on a essayé de limiter le plus possible le besoin d'espace pour réaménager le boulevard Gouin. Et c'est pour ça on a choisi de faire un seul trottoir pour impacter le moins possible les riverains qui vont devoir, où on va devoir acquérir une portion de leur lot. J'enchaîne avec une troisième question qui nous est venue de Mme Gladys Brault. La question va comme suit. Avez-vous pensé à poursuivre la piste cyclable le long de la voie ferrée comme celle qui a été construite entre le boulevard Toupin et la station de train située sur le boulevard Laurentien? La dame partage qu'une nouvelle piste cyclable le long de la voie ferrée mènerait directement au bois de Saraguet sans avoir à élargir abondamment le boulevard Gouin. Monsieur Molinier? Oui, donc en effet, l'ajout d'un aménagement cyclable longeant la voie ferrée est prévu entre la rue Camille et le boulevard Toupin et est actuellement en cours de planification. Toutefois, cette piste cyclable passe dans le parc nature du bois de Saraguet et est assujettie à plusieurs contraintes pour garantir la préservation de la faune et de la flore. Donc, en effet, cette piste ne sera pas éclairée ou déneigée comme les aménagements que nous proposons dans l'emprise de rue. Ainsi, cette piste cyclable aura une vocation plutôt récréative que de transit et pourrait être complémentaire à la piste cyclable proposée sur le boulevard Gouin, qui sera, elle, déneigée et bien éclairée à toute heure de la journée. Merci, René. J'ai une autre question de Cassandre Chéry-Théoda qui demande en quoi le réaménagement va-t-il contribuer davantage au rehaussement du boulevard Gouin-Ouest. Donc, si on comprend peut-être comment le réaménagement va rendre le boulevard plus attractif. Du moins, c'est ce que je comprends de la question. Madame Francine, je vous laisse répondre. Oui, en fait, les aménagements du boulevard Gouin, il y a plusieurs critères qui influencent ces aménagements-là. Dans le parcours Gouin, il y a certains critères de design qui ont été établis pour tout l'aménagement du boulevard Gouin dans les 5 arrondissements qui longent la rivière des Prairies. Les luminaires et l'utilisation de bordures de granit en bordure de rue font partie de ces critères-là. Ensuite, il y a tous les critères d'aménagement de design qui ont été établis aussi pour l'aménagement du parc du bois de Saraguet. Là aussi, on intègre tous ces critères-là, qui est l'utilisation dalles de granit à proximité du parc, un mobilier aussi qui va être implanté dans le parc comme pour le boulevard Gouin. Aussi, l'aménagement d'un terre-plein va venir aider à structurer l'espace et à donner une certaine
unité, une certaine harmonie dans les différents développements qu'on retrouve sur le boulevard Gouin. Si vous avez remarqué, lorsqu'on a visité le boulevard Gouin, il y a beaucoup de variations dans les aménagements. On a un secteur résidentiel à l'est du parc qui est très différent du secteur résidentiel à l'ouest du parc. Fait que l'aménagement du boulevard, avec tous les mêmes critères de design, vont aider à uniformiser et harmoniser l'ensemble du boulevard et s'intégrer aussi de tous les aménagements le long du boulevard Gouin, comme pour le parcours Gouin. Merci. La prochaine question nous vient de Nadia Gosselin qui demande comment la nouvelle piste cyclable sera connectée avec la piste cyclable existante qui débute dans le parc Beau-Séjour et qui se poursuit vers l'est du boulevard Gouin. Alors, bonsoir. Effectivement, quand on vous présente un projet dans un monde idéal, on serait capable de partir du début à aller jusqu'à la fin de ce qui serait souhaité. Mais par contre, il faut qu'on tienne compte de certaines réalités qui fait en sorte qu'on doit faire un projet qui est morcelé, disons-le ainsi. Dans la présentation, on vous a mentionné à la toute fin que pour la partie qui allait jusqu'à Pic-Fille, ça serait dans un prochain horizon. Mais dans le cadre actuel, c'est la même chose. Si vous regardez l'extrait de la diapositive dont vous avez la présentation sur le site de l'arrondissement, vous allez retrouver 2 documents qui vous disent que la volonté, à terme, c'est de créer cette continuité-là jusqu'au parc Beau-Séjour. Mais dans le cadre du présent projet, les paramètres qu'on a, c'est vraiment défini à partir de Toupin. Donc, soyez sans crainte, un jour, quand on retravaillera sur la portion du boulevard Gouin qui va rejoindre le parc Beau-Séjour, il y aura une continuité de la signature qu'on va mettre en place dans le cadre du présent projet. Donc, je vous invite simplement à aller voir la présentation où le lien clairement est identifié sur Gouin, mais il faut comprendre que la réalité de faire les projets, on ne peut pas les faire d'est en ouest complètement de l'île de Montréal, mais il faut prendre les sections de projets qui sont sur nos planches à dessin et c'est ainsi. Donc, 2 documents, le plan vélo de l'arrondissement et le plan local des déplacements vous indiquent qu'un jour, il y aura la même signature pour ce tronçon-là. Ça fait le tour des questions qu'on a reçues avant la diffusion de ce soir. Donc, on s'attaque aux questions, commentaires en direct. Sachez qu'on a un très grand volume de questions et commentaires qui rentrent, vu la quantité de gens que nous sommes. Je procède avec une première question qui me vient de Johnny Cassian, qui demande en anglais « How does the city plan on dealing with road disruptions, detours, if we proceed with option 1? Do you intend on deterring traffic on residential roads, for example, Wood Avenue? » Donc, si je traduis, ce serait une question de comment la ville envisage-t-elle faire face aux perturbations routières, aux détours, si nous procédons avec l'option 1. Puis, avez-vous l'intention de détourner la circulation sur les rues résidentielles? Donc, je laisse M. Molinier répondre à cette question. Oui, merci. C'est une très bonne question et on l'a vu de par la localisation du boulevard Gouin au nord de la voie ferrée. Le maintien de la circulation durant les travaux représente un défi. Actuellement, nous sommes en phase d'avant-projet et qui consiste à détailler les aménagements qu'on va mettre en place sur le boulevard Gouin et le maintien de la circulation, donc les chemins de détour, et le maintien de l'accessibilité est défini dans une phase subséquente. L'accessibilité aux résidences et aux institutions devra être maintenue en tout temps. Puis, les chemins de détour sont toujours priorisés sur les rues artérielles et donc pas par les rues locales au moment des travaux. Merci, René. Une prochaine question qui nous vient d'Elias Elikassia, à l'est de Joseph Saucier. Il s'agit d'un projet de déménagement de piste cyclable et non pas de réaménagement, non? Donc, est-ce qu'on est dans un projet de déménagement ou dans un projet de réaménagement? René, je te laisse aller. Et oui, donc notre mandat,
consiste vraiment à réaménager le boulevard Gouin entre l'avenue Martin et le boulevard Toupin. Donc, ceci inclut la portion qui est située à l'est de Joseph-Cecier. Actuellement, comme on l'a détaillé dans la présentation, on observe une absence de trottoir et d'aménagement au niveau des arrêts d'autobus. Donc, ces déficiences-là qui sont importantes, elles seront corrigées dans les deux options d'aménagement. Et donc, c'est bien un projet de réaménagement dans les deux options. En ce qui a trait à l'aménagement cyclable sur Gouin, en fait, l'objectif recherché est de développer un réseau cyclable sécuritaire, confortable et continu le long de l'axe pour qu'il soit le plus intuitif et le plus rectiligne possible. Merci, Annie. Donc, une question qui nous vient de Michel Doucet. L'horizon de 2022 veut dire que la situation actuelle perdure pendant au moins 18 mois. Donc, a-t-on envisagé des options intérimaires comme une piste cyclable le long de la voie ferrée, comme on a mentionné plus tôt, de la rue Maple au parc Noël Nord? Donc, ça pourrait être fait plus rapidement que monsieur mentionne. Donc, est-ce que nous avions envisagé des options intérimaires comme une piste cyclable le long de la voie ferrée? Ça pourrait être fait plus rapidement. Donc, monsieur Bordelot, je vous laisse aller. Alors, bonsoir. Oui, effectivement, a priori, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est plus simple, mais sachez que juste de développer des variantes, vous le voyez, là, il y a des contraintes qui sont environnementales, il faut faire des études s'il y a des marais, etc. Donc, quand on arrive avec une proposition comme la vôtre, à première vue, elle peut paraître intéressante, mais sachez que quand on va se la mettre à se la regarder, de regarder les interconnectivités, de voir ce qu'il y en est, on ne pourra pas mettre en place un projet qui peut sembler a priori simple, mais il y a beaucoup de vérifications à faire, surtout dans un contexte où on vous a donné un peu les contraintes tantôt, là, des secteurs boisés, patrimoniaux, etc. Donc, on entend ce que vous dites, mais sachez que déjà de faire le tour de toutes les contraintes du présent projet, c'est énorme. Donc, déjà, quand on pense faire un projet qui peut dire, ah, bien, ça semble simple en parallèle de le déplacer un peu, on aurait également à faire également l'inventaire de toutes ces contraintes-là. Donc, c'est pour la raison qu'on ne peut pas se permettre, dans un court laps de temps de 18 mois, de faire le tour, de regarder en quelle saison qu'on peut faire ça, en été, en hiver, nidification, etc. Donc, c'est un peu la raison pourquoi on n'a pas fait une panoplie d'alternatives. Déjà qu'on propose de ne pas abattre un nombre inutile d'arbres, mais de faire un tracé piétonnier intérimaire sécuritaire en 2021, on s'est déjà posé la question et ça s'inscrivait dans la continuité du projet. Donc, si ça avait été quelque chose de facilement adressable, on se l'aurait adressé. Je vous remercie. Merci, M. Bordelot. Une autre question de Johnny Cassian en anglais, que je laisserai peut-être Mme Effie Gianou traduire la réponse d'un de nos intervenants qui répondra certainement en français, mais je lui laisserai la chance de pouvoir traduire pour cette personne. Donc, la question va comme suit. Why stop the option at rue Martin? Why not rue Camille? Donc, pourquoi nous arrêtons les options de réaménagement à la rue Martin et non pas à la rue Camille? Donc, je vais laisser Madame Francine répondre en français et Madame Gianou prendre la suite pour la traduction. Bonjour. En fait, la raison pourquoi on a arrêté à la rue Martin, même avant, on devait arrêter à le Mesurier. En fait, c'est une question technique, c'est qu'à la Ville, pour faire des projets d'enfouissement, il se fait 4,5 km de projets d'enfouissement par année. C'est la limite maximum qu'Hydro-Québec et que la Commission des services électriques peuvent réaliser dans une année. Mais pour la demande, il y a énormément de demandes de projets d'enfouissement. On a à peu près 50 km de demandes de projets d'enfouissement. Lorsqu'on est retenu pour un projet d'enfouissement, on est très content, mais le 4,5, c'est pour l'ensemble de tous les arrondissements de la Ville de Montréal. Fait qu'on est quand même limité aussi par la longueur, mais il y a aussi une limite à peu près de 1,5 km pour faire un projet de réaménagement de rue. Parce que plus long que ça, ça fait
des projets qui sont beaucoup trop gros à gérer. Et au niveau de l'enfouissement aussi, ils n'arriveront pas à faire tous des projets. On a fait le projet de Laurencin-la-Chapelle, qui était 3 km. On a été obligé de le séparer en 2 pour pouvoir le réaliser. Fait que vraiment, c'est des limites de capacité. Mais on a déjà fait la demande pour justement enfouir le réseau de fil électrique entre Martin et l'autoroute 13. Mais on attend d'être accepté comme un projet. OK, je vais traduire. Ma caméra ne fonctionne pas, mais je vais traduire quand même. So, in a nutshell, basically Hydro-Québec does about 4.5 kilometers of, I don't have the exact term when you put the electrical wires underground, so I'll just say that in French, c'est enfouissement des fils électriques. So they do about 4.5 kilometers a year for the entire city, and currently there's a demand for 50 kilometers of wires that need to be put underground. So that's one answer. Another answer is the fact that originally this project was going to stop at de Mesurier. And obviously there's like a big chunk of the street that is still very important to complete. So they were able to go as far as Martin. And like Madame Dubois was saying, when it's a big project like that of completely restructuring and rethinking a street, the maximum they usually goes 1.5 kilometers. But we just mentioned it briefly in the presentation. The other phase of this project is to be able to connect with all the way till the 13. So that is the other phase of this project. But priority number one, and I have to say, you know, if phase one is to go till Martin, let's do it, because if going further than that will overcomplicate or will have Hydro-Québec refuse this project because it's too long, I would say, you know, it's good to separate in 2 phases. Merci, Madame Gianni. Je poursuis avec une autre question qui nous vient de Michel Doucet. Michel nous dit, le segment à l'ouest des rues Martin et Camille jusqu'à la 13, jusqu'à l'autoroute 13, pardon, sont aussi très dangereux. Donc, pourquoi ne pas les prolonger? Madame Dubois, je vous laisse aller. En fait, c'est un peu les mêmes raisons que j'ai mentionnées pourquoi on n'a pas prolongé le projet jusqu'à la rue Camille. C'est une question, on est tout à fait d'accord que c'est aussi dangereux pour se rendre jusqu'à l'autoroute 13, puis c'est pour ça qu'on a fait tout de suite une demande pour faire un projet d'enfouissement. Le projet d'enfouissement est absolument essentiel pour pouvoir réaménager la rue. Sinon, on va avoir des poteaux dans la rue, puis ça ne fonctionnera pas. Fait que c'est vraiment une question logistique et de capacité de production. Merci, Madame Dubois. Une autre question nous vient de Thomas qui demande où vont stationner les voitures sur la rue Joseph-Saucier. Monsieur Molinier, je vous laisse répondre. Oui, donc on est conscient que cette option 2 a impacte les résidents de l'avenue Joseph-Saucier et ses visiteurs. Et en fait, avec les taux d'occupation du stationnement dans le secteur, des alternatives existent sur les avenues parallèles. Donc, les avenues Adhémar-Maliotte, donc les rues parallèles à Wilfrid Lazur, pardon. Les rues parallèles sont capables d'offrir des espaces de stationnement pour les résidents de l'avenue Joseph-Saucier et ses visiteurs, mais on est conscient que ça signifie une distance de marche supplémentaire pour ces derniers. Merci René. Une autre question de Jean-Claude Thibault. On en a peut-être parlé plus tôt pendant la présentation du projet des coûts. Madame Dubois, vous l'avez souligné, mais on demande la question, quels sont les coûts du projet? Est-ce qu'on pourrait peut-être détailler les coûts du projet?
Allez-y, Madame Dubois. En fait, les coûts, on est encore à une étape très préliminaire. On a fait plus une estimation des coûts, plus au mètre linéaire de rue. Ce que je peux vous donner comme aperçu, c'est que si on fait l'option 2 versus l'option 1, il y a à peu près 500 000 de différence de coût de plus pour l'option 1 que pour l'option 2. Mais pour le moment, c'est vraiment des coûts budgétaires qu'on a. Une fois que l'option va être retenue, là, on va pouvoir avancer un peu plus dans nos plans puis vraiment déterminer des coûts plus précis. Mais pour le moment, c'est vraiment des coûts budgétaires au mètre linéaire de rue. Merci, Francine. Une autre question, une question ici de Carmine Polis qui nous dit donc, si je comprends bien, une option inclut le retrait de stationnement sur la rue Jean-Bourdon. Donc, on aurait besoin de confirmation ici sur le stationnement sur la rue Jean-Bourdon. Monsieur Molinier? Oui, donc en effet, la deuxième option implique l'interdiction du stationnement des deux côtés sur l'avenue Jean-Bourdon, entre Joseph-Saucier et le boulevard Toupin, et ce pour donc sécuriser les aménagements cyclables existants. Peut-être répondre à la question qui revient très souvent, où est-ce que les gens vont se stationner sur ces rues? Oui. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, des alternatives existent sur les rues avoisinantes et donc qui pourront combler à l'enlèvement de ces espaces-là de stationnement-là. Mais encore une fois, on est conscient que ça peut avoir un impact considérable sur les résidents et sur ces visiteurs. Je poursuis avec une question assez spécifique de Magali Bronn qui demande quels sont les débits de circulation sur le boulevard Gouin. Est-ce que vous avez ces données de débit de circulation sur le boulevard Gouin? Monsieur Molinier? Oui. Donc, en fait, ça tourne autour de 10 000 véhicules par jour sur le boulevard Gouin, sur le tronçon à l'étude, évidemment. Une autre question nous vient de Ilias et Licassicia. Pourquoi ne pas envisager une piste cyclable bidirectionnelle au lieu de deux pistes cyclables unidirectionnelles sur Jean-Bourdon et Joseph-Saucier? Donc, une piste cyclable, pourquoi on n'envisage pas une piste cyclable bidirectionnelle au lieu de deux pistes unidirectionnelles sur Jean-Bourdon et Joseph-Saucier? Je vous laisse. Je vous laisse répondre, Madame Dubois. Oui. En fait, pourquoi on ne met pas une bidirectionnelle? Parce que au niveau de la bidirectionnelle, habituellement, on met des bidirectionnelles sur des artères qui sont beaucoup plus fréquentées, tandis que le Jean-Bourdon et Joseph-Saucier, le débit de circulation n'est pas suffisamment élevé pour justifier une bidirectionnelle protégée. C'est pour ça. Sinon, ça prendrait sensiblement le même espace. On n'aurait pas plus de stationnement avec la bidirectionnelle. Mais c'est juste que ce n'est pas nécessaire de faire ça. Et ça, comme j'ai mentionné tantôt, ça coûte quand même plus cher de faire une bidirectionnelle avec un terre-plein protégé. Merci. Super, merci beaucoup, Madame Dubois. La fameuse question là, qui revient souvent, peut-être qu'on a besoin de plus de précision sur cette question-là. Qu'est-ce que vous proposez pour le stationnement sur Joseph-Saucier et Jean-Bourdon? Donc, c'est une question qu'on a répondu plus tôt, mais je pense qu'on a peut-être besoin de plus de précision sur ça.
Donc, est-ce qu'on a des solutions ou des mesures, des propositions pour le stationnement sur Joseph-Saucier et Jean Bourdon? Je vais laisser M. Bordelot répondre. Je vous laisse aller. Alors, oui, essentiellement, quand on a fait la présentation d'un peu des tenants aboutissants de chacun, un des désavantages de l'option 2, c'est définitivement la perte de stationnement dont il est fait état dans les 4 ou 5 derniers participants. L'option 1 ne présente pas cet élément-là, donc chacun des options qu'on présente comporte ses avantages et inconvénients, mais je pense que certains d'entre vous voient définitivement que l'enjeu des stationnements est associé à l'option 2, ce qui n'est pas le cas de l'option 1. On a des alternatives, comme M. Molini l'a expliqué, il faut aller se stationner plus loin, ça nécessite des distances de marche, mais je pense qu'il faut comprendre que c'est intrinsèque à l'option 2. Merci. Je poursuis avec une question qui nous vient de Mariam Elzain. Question en anglais. Donc, encore une fois, on va procéder de la même façon. Je vais laisser un intervenant répondre en français, puis ensuite, Mme Gianou, si vous voulez poursuivre en anglais, vous êtes la bienvenue. Donc, la question va comme suit. What is the timeline to finish the project? Donc, quels sont les temps prévus? Quelle est la date limite de ce projet? Quels est les... Oui, voilà. Alors, est-ce que un des intervenants aimerait répondre en français pour qu'ensuite on puisse traduire cette question? Donc, on parle de timeline. Monsieur Molinier. Oui, donc on se réfère à l'échéancier du projet. C'est un projet qui est les travaux sont prévus de commencer en 2022 et durer 2 ans. La question se réfère aussi au maintien de la circulation et comme je mentionnais tout à l'heure, les tenants et aboutissants du maintien de la circulation pendant les travaux et les chemins de détour ne sont pas définis à ce stade-ci. Par une prochaine question qui nous vient de Jocelyne. Oh, excusez-moi, pardon. Allez-y, Mme Gianou. Excusez, c'était juste de dire, so the timeline is as of 2022 for 2 years. Mais je pense qu'il manquait juste un bout d'information sur ce qui va arriver entre maintenant et 2022. Sécurisation temporaire. Non? Bon, d'accord. Oui. Effectivement, je peux peut-être rajouter l'élément que Mme Gianou fait état. On vous a parlé sur le timeline à terme en 2022, mais une des particularités du projet, c'est qu'on est très conscient de la sécurisation aux abords de l'école des Marcellines et l'absence de liens piétonniers. Donc, en 2021, avec le projet qu'on propose, il est prévu de faire une phase temporaire pour sécuriser justement le lien piétonnier entre le quartier résidentiel et l'école et la résidence de l'Amitié. So just to translate that, so what Mr. Bordelot was saying is that there will be a temporary secure path before the timeline of 2022 that we mentioned for any students or any residents of La Résidence de l'Amitié or anybody else that needs to take Gouin by foot to get anywhere or by bike. So there will be a temporary secure road. Merci, Mme Gianou. Donc, simplement pour nous situer dans le temps, il est maintenant 20h05. On a une bonne série de questions qui sont non répondues et beaucoup de questions en attente. Donc, bon, comme je le mentionnais plus tôt, il se peut fort bien que nous n'ayons pas le temps de répondre à toutes les questions, mais comme je le mentionnais plus tôt, sachez qu'on compile tout ça et que vos questions seront répondues compris dans un compte rendu qui vous sera rendu disponible. Mais sur ce, je continue de relayer les questions à l'oral. Donc, je poursuis avec une question de Jocelyne Coder. Donc, la question est la suivante. Est-ce que l'idée d'avoir une seule voie de circulation vers l'ouest avait été discutée pour éviter la coupe importante des arbres aux alentours, notamment entre Toupin et Martin?
Monsieur Molinier. Oui, donc en effet, ça a été réfléchi, mais c'est en raison de la localisation géographique du boulevard Gouin et sa situation au nord de la voie ferrée, le manque d'alternatives est-ouest dans le secteur qui ont fait en sorte que nous avons donc maintenu une recommandation pour maintenir une voie de circulation par direction pour l'accessibilité de l'école d'une part et des transports en commun dans le secteur. Autrement, ceci aurait généré des détours importants pour l'ensemble des usagers. Ouais. Je voudrais rajouter aussi un élément important à mentionner, c'est tout ce qui est les sécurités, les véhicules d'urgence. Quand on est en face de ce genre d'éléments-là, M. Mollier a parlé des accès des grands générateurs comme l'école, a parlé aussi du transport en commun, mais définitivement, nos collègues du service des incendies et des ambulances doivent absolument pouvoir circuler en est-ouest, puis vous n'êtes pas aussi conscient que l'hôpital Sacré-Cœur, qui est un hôpital, doit être desservi de part et d'autre. Donc, quand on est en absence de doublons, que j'appelle de réseau routier, ça ne nous permet pas de mettre des rues ou des boulevards à sens unique et c'est des raisons aussi importantes de sécurité civile et de sécurité de la population qui nous dictent de maintenir 2 voies de circulation. Je poursuis avec une question qui nous vient de Pierre Bergeron. La question est comment l'option se connecte-t-elle au reste du réseau cyclable? Donc, monsieur nous mentionne qu'il faudrait également considérer ce qui existe à l'est de Toupin. Il y a une piste cyclable sur Jean-Bourdon à l'est de Toupin, mais certainement rien. C'est dangereux même sur Gouin. Donc, à l'est de Toupin, comment l'option 1 se connecte-t-elle au reste du réseau cyclable? Je vous ramène encore à un document qui fait partie de la présentation que vous allez pouvoir retracer là, sur le site de l'arrondissement. C'est le plan vélo de l'arrondissement. J'ai parlé tantôt d'une vision à terme et dans ce point-là spécifique, en vert, vous avez le lien existant qui part du parc Beauséjour, qui traverse sur Jean-Bourdon, qui vient. Lorsqu'on ferait le tronçon sur Gouin, ça ferait en sorte qu'on aurait également une phase transitoire à réfléchir et à penser sur Toupin, tant aussi longtemps que le lien qui a été mentionné par une des questions précédentes, qu'est-ce qui va se passer entre Toupin et le parc Beauséjour. Donc, sachez que oui, on a une vision à terme, mais que quand on fait des projets, on ne peut pas compléter nos visions à terme, on va s'assurer de faire des liens intermédiaires. La prochaine question vient de Blaise Rémillard qui demande pouvons-nous revenir sur les coupes d'arbres, s'il vous plaît? Le nombre qui seront abattus, les caractéristiques des arbres, l'abattage contre la transplantation. Donc, est-ce que nous comptons replanter les arbres abattus? Puis aussi, s'il est possible de parler des zones concernées contre cet abattage-là. Madame Dubois, je vous laisse répondre. Oui, concernant l'abattage des arbres, c'est sûr qu'on va devoir en abattre plusieurs. On a fait faire un inventaire par un ingénieur forestier en 2016, mais depuis, il y a eu plusieurs changements. Le service des parcs a dû abattre déjà plusieurs de ces arbres-là parce que c'était des frênes et ils étaient attaqués par la grille du frêne. En revoyant le projet, on a réduit aussi les abattages. Maintenant, on va abattre les arbres plus du côté sud du boulevard Gouin jusqu'au collège Sainte-Marceline. Mais à l'ouest du collège Sainte-Marceline, on va élargir plus du côté nord où c'est plus une friche urbaine qui a poussé entre les 2 chemins. Fait que c'est des arbres de beaucoup moindre qualité et dans des conditions très difficiles. Fait que puis en même temps, on s'est trouvé à préserver complètement la zone de milieu humide qui se trouvait au sud du boulevard Gouin, à l'ouest du collège Sainte-Marceline. La quantité d'arbres, on va abattre probablement dans les 75 arbres au niveau du bois de Saraguet du côté sud et à peu près autant du côté nord. Je sais que ça représente quand même un grand nombre.
on devrait pouvoir en transplanter au moins 13 là-dessus pour les arbres qui sont les plus intéressants et qui sont aussi accessibles, parce que ce n'est pas évident non plus d'aller transplanter, il faut que la machinerie puisse accéder. Fait que je sais que c'est pas évident, mais on a aussi, bon, suite aux aménagements, on va aussi pouvoir prévoir un budget conséquent pour vraiment faire une plantation, mais pas seulement des petites boutures d'arbres, mais des arbres de plus grande dimension. Fait que, mais c'est une question de choix, là, c'est une question entre sécuriser le boulevard Gouin et la survie des arbres. Fait que pour l'inventaire, on doit le refaire. Les arbres, c'est beaucoup, il y a une espèce qui est vulnérable, qui est l'érable noir, qu'on va essayer de transplanter le plus possible et de compenser. On a des demandes au ministère de l'Environnement pour justement l'abattage des arbres. On n'a pas vraiment le choix que des abattre, mais je sais que c'est beaucoup. Merci. Merci, Mme Dubois. Je poursuis avec une question de Philippe qui demande quels sont les critères déterminants pour une décision par la Ville. Donc, comment va être prise la décision ou le résultat final? Donc, quels sont les critères déterminants pour une prise de décision par la Ville? Monsieur Bordelot? Oui, alors, bonjour. Effectivement, si vous comprenez un peu le déroulement qu'on fait justement avec vous ce soir, c'est qu'on a mis la table en fonction de 2 options. On a mis une liste de critères qu'on a réduit à 11. Donc, déjà, vous avez une piste que parmi les critères qu'on va le plus regarder, ce sont la liste des 11 que Mme Dubois a pris le temps de vous remettre avec des couleurs jaune, rouge et vert. Mais ce qui était important pour nous, c'était de vous entendre ce soir parce qu'on a une compréhension du dossier, du projet, mais on voulait surtout avoir une valeur ajoutée en vous écoutant. Puis là, il y a de nombreuses questions. Je pense que l'animatrice vous l'a dit tantôt, on a un temps prévu pour répondre. On va tout aussi prendre en considération certains éléments, mais soyez sûr qu'on va revenir sur les 11 critères qu'on a mis. Puis soyez aussi sûr que peu importe l'option qui va être retenue, il va y avoir une bonification apportée en fonction de ce que vous avez amené ce soir et jusqu'au 1er septembre, parce que vous avez également jusqu'au 1er septembre. Donc, l'important, là, je pense qu'il faut qu'on se le dise, là, on va revenir sur les 11 fameux critères, plus également ce que vous avez souligné ce soir. Merci. Une question qui vient de la résidence L'Amitié. Qu'est-ce qui est prévu à l'entrée du collège Sainte-Marceline? Donc, l'entrée où les parents entrent avec leur voiture pour déposer leurs enfants. Donc, qu'est-ce qui est prévu à l'entrée du collège Sainte-Marceline? Je laisse M. Molinier répondre à cette question. Et oui, donc nous avons rencontré les représentants du collège Sainte-Marceline et de la résidence de l'Amitié pour justement avoir un pouls de leurs préoccupations et la bonification qu'ils proposeraient pour améliorer les accès de ces institutions-là. Pour l'instant, on travaille encore à développer des options. On sait qu'on pourra ajouter une baie de virage à gauche pour les véhicules venant de l'ouest. Et on est à étudier l'ajout d'un feu de circulation à cet accès-là également pour sécuriser les déplacements. Comme présenté tout à l'heure, donc un trottoir sera ajouté également du côté nord, donc du côté de la résidence. Merci. Je poursuis avec une question de Marie-Ève Pépin qui nous demande pourquoi ne pas faire traverser la piste cyclable dans le parc. Donc, ce serait sécuritaire, c'est bucolique, il n'y a pas de gaz à respirer, énormément moins de risques d'accident. Donc, pourquoi on n'instaurerait pas et planterait pas la piste cyclable dans le parc? Madame Dubois? En fait, lorsqu'on a discuté du projet avec le service des parcs, un des premiers critères qu'ils nous ont dit, c'est que les bicyclettes étaient interdites dans le parc. Fait que la question, c'est plus au service des parcs que vous devriez le dire, mais
pas sûr que ça serait plus sécuritaire parce que les parcs nature n'ont aucun éclairage. Fait que le soir, personne ne pourrait aller se promener de façon sécuritaire dans le parc. C'est pour ça qu'on la garde plus sur le boulevard Gouin, puis on l'aménage de façon la plus sécuritaire et qui peut être utilisée 24 heures par jour. Merci. Merci. Une autre question qui nous vient de Charles Nguyen. Y a-t-il une étude qui mesure l'impact de ce projet sur la congestion durant les heures de pointe? Si oui, quels sont les résultats? On avait déjà une étude qui mesurait l'impact de ce projet-là. Monsieur Molinier? Oui, donc le projet inclut notamment la mise aux normes des feux de circulation. Et à ce moment-là, une étude de circulation est faite pour justement arrimer le phasage des feux de circulation avec les besoins de la circulation. Et c'est un travail qui est en cours de conception, là, qui commence en avant-projet et qui se conclut au niveau des plans et devis. Donc, on n'a pas terminé l'exercice. Et on sait que ça fonctionne présentement avec une voie de circulation par direction. La prochaine question nous vient de Blaise Rémillard qui dit les options 1 et 2 ne me semblent pas exclusives. Pourrait-on envisager l'une et l'autre? Donc, est-ce que ce serait possible d'envisager les deux options au lieu de l'option 1 ou l'option 2? Je lance cette question à M. Bordelot. Parfait. Bonsoir. A priori, on pourrait dire, ben oui, ça serait le fun de prendre le meilleur des deux, les avantages de chacun, mais je pense que si on met les deux en même temps, on se risque de se retrouver avec justement l'effet contraire, le désavantage des deux. Tantôt, j'ai beaucoup entendu de perte Tantôt, j'ai beaucoup entendu ma caméra est allumée. Tantôt, j'ai beaucoup entendu perte de stationnement, j'ai entendu des avantages. Donc, ce qu'on se retrouverait, c'est qu'on ferait les deux projets, on aurait probablement une hausse de coûts, mais on aurait également aussi une combinaison des désavantages de chacun. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir que ce serait un ou l'autre et ça va être difficilement de procéder à l'aménagement des deux sans créer des désagréments sur les deux axes. La prochaine question nous vient de Monsieur ou Madame Couturier qui explique que la construction d'une bordure ou d'un trottoir implique un drainage de la chaussée à l'aide de plusieurs de rue et un égout pluvial. Dans la présentation, il n'y a pas été question nécessairement de l'installation d'un système de drainage, donc les coûts et le temps de réalisation peuvent être très différents dans un tel projet. Est-ce que vous pouvez expliquer cet aspect dans votre proposition? Est-ce qu'on pourrait détailler un peu le système de drainage? Merci, Mme Bordelot. Mme Dubo. OK. En fait, au niveau du système de drainage, actuellement, dans les zones résidentielles, il y a des puiseurs qui existent. Fait qu'on va conserver ce type de drainage-là au niveau des zones résidentielles. Par contre, au niveau du parc, le drainage actuellement se fait de façon naturelle vers des fossés. Et on a bien l'intention de conserver un peu ce principe-là. Ce qu'on n'a pas encore déterminé, est-ce qu'on va faire des bassins de rétention avec des plantes filtrantes? Probablement, si c'est possible. On est après faire les études de sol pour vérifier la possibilité de le faire. Mais notre intention est de vraiment garder le drainage naturel. La Ville de Montréal fait beaucoup d'efforts dernièrement pour justement changer ses façons de drainer les rues et d'implanter des systèmes là, de gestion des eaux par des bassins de rétention ou des bassins d'infiltration. Fait que c'est un peu l'approche qu'on préconise pour le parc. Et dans les zones résidentielles, on va conserver les puiseurs, on va aménager les puiseurs qui sont déjà existants. Merci. Merci. Je poursuis avec une question qui est la suivante. Est-ce qu'il y aurait un feu de circulation? Est-ce qu'il y aura, un feu de circulation pour les cyclistes qui traversent l'entrée de Sainte-Marceline? Donc, un feu de circulation pour les cyclistes. Monsieur Molinier. Et oui, en fait, donc,
ce que je mentionnais tout à l'heure par rapport au feu de circulation, à l'étude, à l'accès du Collège Sainte-Marceline et de la résidence de l'Amitié, ça inclut des feux de circulation pour piétons, pour véhicules et pour cyclistes. Donc, il est présentement à l'étude et on souhaite finir cette étude-là, puis rencontrer les représentants de la résidence de l'Amitié pour nous assurer que les solutions qu'on propose pourront convenir à ces institutions. Une autre question concernant le stationnement sur les rues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier. On demande pourquoi retirer complètement le stationnement sur les rues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier. Ne faudrait-il pas mieux faire la piste cyclable sur un seul côté et permettre le stationnement de l'autre? Ou la question au final est où se stationneront les visiteurs des maisons s'il y a deux pistes cyclables de chaque côté? Est-ce qu'on sent qu'on a déjà répondu à la question? On passe à la prochaine question. Donc, la prochaine question étant provenant de Clarissa Procaccini. C'est quoi l'impact sur la circulation? Donc, est-ce qu'il y aura plus de congestion avec l'option 1? Donc, on aimerait avoir plus de clarification sur l'impact sur la circulation avec l'option 1. Monsieur Molinier? Et je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais il n'y aura pas plus de congestion pour l'option 1 plutôt que pour l'option 2. Ce qu'on propose rendu à l'intersection Gouin et Toupin, c'est l'ajout d'une baie de virage à droite, parce qu'on sait qu'il y a plus de virages à cette intersection-là. Donc, les enjeux de circulation et de congestion vont être traités de manière égale dans les deux options, puis ils vont être solutionnés dans les deux options. Une question concernant l'achalandage. On a traité l'achalandage, le débit de circulation sur Gouin plus tôt, mais on demande quel est l'achalandage sur Gouin, quel est l'achalandage sur Jean-Bourdon. Est-ce que ce serait possible de comparer les deux? Est-ce qu'on a les données? Tout à l'heure, on parlait de 10 000 automobilistes par jour sur Gouin. Est-ce qu'on a la donnée sur Jean-Bourdon? Je peux peut-être procéder à la prochaine question, puis on reviendra peut-être, ouais, voilà, on reviendra avec des réponses pour cette question. Donc, on la garde en banque. J'ai une autre question qui est la suivante. Comment les cyclistes pourront traverser de manière sécuritaire s'ils proviennent de la rue Joseph-Saucier vers le boulevard Gouin? Donc, comment les cyclistes pourront traverser de manière sécuritaire s'ils proviennent de la rue Joseph-Saucier vers le boulevard Gouin? Monsieur Monnier, est-ce que je vous laisse répondre? Est-ce que vous voulez que je poursuive avec une autre question? Je peux poursuivre avec une autre question. Donc, une autre question de Monsieur Charles Nguyen. Incluant l'impact du temps de construction, peut-on revisualiser les détails? Donc, je ne suis pas certaine de complètement comprendre la question, mais est-ce que quelqu'un a une réponse à ça? Je pense qu'on est dans le doute aussi. Donc, je vais simplement la sauter puis passer à la prochaine. Une autre question qui nous vient d'André Chouanière. Monsieur aimerait avoir des confirmations. Il demande s'il a bien vu que dans l'option 1, la piste cyclable est au nord, à l'ouest de Joseph-Saucier, mais au sud, à l'est. Monsieur Molinier. Donc, en fait, dans l'option 1, la piste cyclable bidirectionnelle est bien située au nord du boulevard. Et donc, ce pour tout le tronçon d'intervention, donc entre l'avenue Martin et le boulevard Toupin. J'ai une question de Valérie Zumeau
qui demande quels sont les critères retenus en lien avec l'accessibilité universelle dans les deux options d'aménagement. Donc, les critères retenus en lien avec l'accessibilité universelle dans les deux options d'aménagement. Est-ce que je vous laisse répondre, M. Monnier? Parfait. Oui, donc il y a plusieurs critères et plusieurs mesures qui vont être mises en place. D'abord, ça consiste à mettre des corridors piétons libres d'obstacles de 1,8 m de largeur, qui est une largeur qui permet à deux fauteuils roulants de se croiser. Ça, c'est une des mesures. L'ajout de plaques podotactiles aux quatre coins des intersections est également prévu pour mettre en place une accessibilité universelle, et les bordures de trottoirs surélevées par rapport à la piste cyclable contribuent également à la mise en place de cette accessibilité universelle. Oui, merci Francine. Donc, l'aménagement des arrêts d'autobus permettra également de rendre accessibles non seulement les infrastructures proposées dans le réaménagement du boulevard Gouin, mais aussi au transport en commun. Merci René. J'ai une question de Philippe Murphy qui demande « Avez-vous planifié une voie pour que les voitures qui circulent vers l'est puissent se ranger et tourner à gauche vers l'entrée du collège Sainte-Marceline? » Monsieur Molinier. Oui, effectivement. Donc, c'est ce qui est prévu. On a l'espace pour aménager ce type de baie de virage à gauche-là. Et on pense que ça va permettre aux automobilistes qui attendent pour tourner à gauche d'avoir moins de pression de la circulation véhiculaire qui se trouve derrière eux en heure de pointe. Merci. Je poursuis avec une question en anglais. Je crois qu'on a encore besoin de précisions sur le stationnement sur l'avenue Jean-Bourdon et Joseph Saucier. Donc, on demande if can someone answer the questions related to parking on Joseph Saucier and Jean-Bourdon. This is the most common question and has not been addressed. Est-ce qu'un intervenant aimerait répondre en français, puis peut-être que Mme Gianni pourra poursuivre en anglais pour la traduction. Est-ce qu'on veut ajouter des précisions ou on a d'autres solutions en banque? On n'a pas de... Je pense que malheureusement, on n'a pas d'autres questions, pas d'autres réponses à propos de celles qu'on a déjà mentionnées. OK. Donc, on mentionne qu'on va documenter le sujet. On va tenter du mieux qu'on peut de le documenter puis de vous tenir informé. Et pour l'instant, ce qu'on peut vous fournir comme réponse, c'est ce qu'on a mentionné plus tôt dans la présentation, dans la période d'échange. Donc, je continue avec une question d'André Chouanière, donc, qui demande combien d'accidents vélo-auto ont été rapportés depuis 10 ans sur Jean-Bourdon. Donc, une question assez précise. Si la réponse est aucun, pourquoi changer la chaussée désignée sur Jean-Bourdon et incommoder les résidents en leur retirant du stationnement sur la rue? Donc, on revient au stationnement. Est-ce que M. Bordelot, vous aimeriez répondre? Oui, encore là, comme je mentionne, on va documenter toutes les questions qui sont ultra précises quand vous demandez de recenser le nombre d'accidents. Vous comprendrez que ce soir, on n'avait pas un carnet de 100 questions avec 100 réponses. Donc, soyez certains qu'on va regarder, on va les documenter, on va revenir. Mais définitivement, je pense qu'il faut vraiment qu'on comprenne, qu'on vous entend bien là, ce soir. On comprend vos préoccupations, ça va dans le sens de nos réflexions qu'on avait. Et sachez que ce qu'on voulait mettre justement un peu en relation les deux différents concepts. Là. Puis la question est revenue souvent, puis je me permets quand même de revenir parce que c'était le premier élément de réponse qui a été formulé ce soir. Pourquoi est-ce qu'on a développé
une alternative sur Jean Bourdon. Puis je pense que qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez, c'était justement, c'est dans la continuité et la suite de la rencontre qui avait eu lieu il y a 2 ans, où des gens nous avaient demandé, bien, il y a une alternative à aller la placer sur Jean Bourdon. Donc, toutes vos questions qui traitent Jean Bourdon, des débits de circulation, des cases de stationnement, etc., qu'on ne vous a pas répondu, on va les documenter. Mais il était important ce soir qu'on mette un peu des éléments de réponse à ce qui pourrait être l'option 2. Donc, on vous lit beaucoup, vous nous demandez pourquoi vous avez développé cette option-là. Nous, c'était pour s'inscrire dans la continuité qu'on avait faite il y a 2 ans. Pardonnez-moi, mon micro était éteint. Donc, question de Marc Duhamel qui demande si vous avez considéré le feu de circulation à l'entrée du collège pour éviter le danger associé au virage et pour améliorer le flux de circulation. Donc, je laisse M. Molini répondre. Et oui, donc l'ajout du feu de circulation est à l'étude pour qu'il soit ajouté à l'entrée du collège et éviter, comme le soulève M. Duhamel, des risques de conflit ou de collision entre cyclistes et véhicules ou véhicules et piétons. Une question de Nathalie Saint-Cyr qui demande pourquoi ne pas faire une bande cyclable bidirectionnelle sur Jean Bourdon pour que les résidents puissent se stationner de l'autre côté. On a déjà adressé ça. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Parfait. Je continue. J'ai une question de Basile Nokouzi qui dit pourquoi il n'y a pas eu un concours de design? Est-ce qu'il sera soumis à un CCI à part le vote? Michel, M. Bordonneau, je vous laisse répondre. Je vais tenter un élément de réponse. Les concours de design, d'architecture et de CCU, là, les éléments que vous mentionnez, c'est lorsqu'on va faire de la gestion du domaine que je dirais privé. Mais j'ai toujours un problème avec ma caméra, mon cher. C'est ça, donc je ne peux pas l'actualiser. Donc, quand on fait des aménagements d'emprise publique pour des rues, on ne va pas nécessairement et très peu souvent faire des concours de design. Donc, les équipes multidisciplinaires de la Ville de Montréal sont composées, puis je me permets de le mentionner, vous avez M. René Molini qui est ingénieur de formation et Mme Francine Dubois qui est architecte de paysage. Donc, la dualité qu'on fait, c'est qu'on fait des équipes mixtes, justement, d'aménagement d'emprise publique, qui sont des rues, et c'est une amalgame de techniques de M. Molini et de concepts de paysage de Mme Dubois qui fait en sorte qu'on vous présente les différentes options. Mais il est très rare qu'on va s'adresser des concours de design dans des aménagements de chaussée. Je ne sais pas, Francine, si tu veux rajouter un élément de réponse. En fait, des concours de design, c'est plus rare au niveau des rues. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on doit passer au Conseil du patrimoine, présenter le projet. C'est peut-être un peu plus sévère que le CCU, le Conseil du patrimoine. Puis on doit avoir aussi les autorisations de la division du patrimoine pour tous les aménagements. Parce que, comme j'ai mentionné, le parc du Bois-de-Saraguet a une protection patrimoniale. Et il y a toute une série de critères qu'on doit rencontrer pour pouvoir aménager dans le parc. Fait que ne vous inquiétez pas, on va être très bien encadré avec le Conseil du patrimoine et la division du patrimoine. Merci. Et maintenant, 20h35. Donc, nous allons prendre encore quelques questions. 2, 3, 4 questions encore selon la longueur des réponses. Une autre question qui nous vient de Ara
qui demande si vous allez avec l'option numéro 2, allez-vous mettre des feux de circulation? Monsieur Moligny. Oui, donc, je comprends que votre question vise l'intersection Gouin et Joseph-Saucier pour l'option 2. En fait, présentement, il y a des arrêts toutes directions à cette intersection-là. A priori, avec une voie de circulation par direction et le fait que c'est une intersection en forme de T, les conflits entre les usagers peuvent être gérés par des arrêts toutes directions. Mais à chaque fois qu'on fait un projet de réaménagement, on étudie les modes de gestion de chacune des intersections. Donc, on évalue si l'ajout d'un feu de circulation pourrait être profitable dans cette situation. Merci. Une question de Liliane qui demande « Avez-vous pensé à introduire des sens uniques pour mieux intégrer le scénario 2? » Monsieur Meunier ou Madame Dubois? Je comprends que la question des sens uniques concerne les avenues Jean-Bourdon et Joseph-Saucier. Et effectivement, un sens unique mis en place pourrait diminuer les impacts sur les espaces de stationnement, mais aurait aussi des impacts majeurs sur l'accessibilité des résidences qui sont situées dans le secteur et pourrait générer des détours importants pour ceux-ci. J'aimerais également ajouter un élément de réponse, puis sachez, là, je le dis bien là, avec la grande réserve que je vais le mentionner, c'est pas ce qu'on recherche, mais souvent, lorsqu'il y a des entraves à faire sur le boulevard Gouin, puis les résidents du secteur qui nous écoutent ce soir en sont témoins, notre seul chemin alternatif va rester de faire un détour sur Joseph-Saucier et Jean-Bourdon. Donc, la mise à sens unique priverait également une certaine flexibilité du réseau routier lorsque, pour des conditions d'urgence, d'entretien, d'excavation, de bris de conduite, on doit procéder à la déviation de circulation. Donc, il faut comprendre aussi, en plus de ce que M. Moligny a dit pour l'accessibilité aux résidents, mais on est en présence d'un secteur où on a peu d'alternatives est-ouest. Je rappelle que l'alternative visée pour la circulation de transit demeure le boulevard Gouin, mais à l'occasion, on utilise les rues Joseph-Saucier et Jean-Bourdon pour détourner la circulation lorsqu'on a des entretiens à faire sur le réseau. Avant de passer au mot de la fin, beaucoup de gens se questionnent s'ils pourront voter pour l'option 1, pour l'option 2. Sachez qu'il n'y a pas de vote. Vous n'aurez pas nécessairement la chance de voter pour l'une ou l'autre des options. Par contre, vous êtes nombreux à nous écrire puis à nous partager les avantages et les désavantages de l'option 1, l'option 2, et on voit tout de suite vos préférences. Ce que vous nous envoyez dans l'onglet questions-réponses, sachez que nous compilons tout ça, tout est enregistré. Nous aurons effectivement un document avec la liste des commentaires qui ont été faits. Donc, ce sera effectivement compilé dans un rapport qu'on tiendra compte. On tiendra compte des commentaires dans les résultats. Peut-être avant de passer au mot de la fin, Madame Dubois, Monsieur Moligny, est-ce que ce serait peut-être un bon moment pour résumer les avantages, les avantages saillants et les avantages saillants de l'option 1 et de l'option 2 pour que les gens puissent repartir avec une idée claire des désavantages et des avantages de chacune des options? Si on revient au tableau des analyses comparatives, c'est ça, c'est les points, c'est au début, je vous avais dit que j'avais ressorti les critères qui me semblaient les plus importants et ceux qui avaient des enjeux qui étaient les plus sensibles au niveau de la population. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. On n'a pas eu beaucoup de questions sur l'acquisition de terrain.
Mais beaucoup sur les stationnements, l'enlèvement des stationnements. On sait que c'est un désavantage pour les gens qui demeurent sur Jean-Bourdon et Joseph-Saucier, mais aussi pour les gens qui veulent venir au parc, visiter le parc, parce que c'est un des endroits le plus près pour se stationner. Au niveau de l'acquisition des terrains et l'accès au... justement, l'emplacement de la bidirectionnelle le long des entrées, c'est sûr qu'on est conscient aussi que c'est un désavantage pour les résidents qui demeurent sur le boulevard Gouin. Mais on va vraiment compiler tous vos commentaires, puis on va avoir une bonne idée là, de qu'est-ce qui penche pour la balance. Merci. Monsieur Molinier, avez-vous quelque chose à rajouter? Ça fait le tour. Monsieur Bordelot? Madame Dubois, c'est correct aussi? Parfait. Donc, on va procéder à la suite des choses. Ça fait pas mal le tour de la période d'échange en direct. Merci beaucoup pour votre participation. Vous avez été nombreux à nous partager des commentaires et des questions. Puis merci aux intervenants sur place qui ont fourni des réponses éclairantes. Comme je le mentionnais plus tôt, si vos questions, votre question, vos commentaires n'ont pas été lus, n'ont pas été relayés, n'ont pas été répondus, bon, le mentionner, on compile tout ça. On a quantifié tout ça. On a reçu 220 questions, commentaires et tout ça. Donc, effectivement, on n'a pas eu la chance de toutes les relayer, mais c'est ça. On compile tout ça. Ce sera par écrit dans un compte-rendu qui vous sera rendu disponible sur le site de l'arrondissement. Donc, sur ce, je procéderai au mot de la fin. Je céderai la parole à Madame Thuillier pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Je tiens aussi à souligner la présence durant toute la soirée là, de mon collègue Sylvain Ouellette, qui est vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, qui est notamment responsable des infrastructures. Donc, il était en ligne avec nous, puis il a suivi tous nos débats. Donc, il est aussi en partie responsable de ce projet et puis c'est très apprécié qu'il ait pu prendre le temps d'être avec nous. Je reviens un petit peu sur le processus décisionnel parce qu'on a vu beaucoup de questions. Donc, soyez assurés. Là, les prochaines étapes, c'est jusqu'au 1er septembre. Vous avez la possibilité de continuer à nous envoyer vos commentaires et vos questions si vous en avez encore jusqu'au 1er septembre. Donc, c'est à l'adresse courriel qui est à la fin de la présentation, qui est sur le site Internet aussi de l'arrondissement. Donc, jusqu'au 1er septembre, tout est ouvert. Nous recevons vos commentaires. Ensuite, il y a une période d'analyse, de réorganiser les commentaires ensemble, de les organiser, de trouver les bonnes réponses en plus de celles qui ont été données ce soir. Donc, tout ce travail-là se fait pendant plusieurs semaines. Et vers la fin septembre, il y aura sur le site Internet de l'arrondissement et ceux et celles dont on a les courriels aujourd'hui, c'est-à-dire presque la totalité d'entre vous, vous recevrez l'information que le projet, que le résumé a été déposé sur le site Internet. Donc, il y aura un compte-rendu complet qui sera déposé que vous pourrez aller consulter aussi. Par rapport au processus décisionnel, c'est un peu le même que d'habitude. Donc, le processus décisionnel qui décide, en fait, c'est en fonction de tous les commentaires qu'on a reçus ce soir, en fonction des considérations aussi plus larges, par exemple, l'accessibilité au bois de Saraguet. Donc, tout ça est mis ensemble. On discute avec les professionnels, avec les élus, donc notamment en premier plan, Mme Giannou et moi-même. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on prend une décision et très honnêtement, la soirée de ce soir est à mon sens très éclairante. Alors, je vous remercie de votre participation, je vous remercie d'avoir été là et soyez assurés que nous prendrons la meilleure décision possible dans l'intérêt public. Merci. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, mesdames. Donc, avant de vous quitter pour de bon à la maison, je vous invite à remplir un court sondage de 2 questions que je vous lance à l'instant à l'écran. Donc, vous verrez apparaître à l'écran 2 questions. Donc, la première étant l'information reçue lors de la séance était compréhensible. Donc, vous pouvez cliquer sur la réponse de votre choix
Et la deuxième question étant, la formule m'a permis d'exprimer mes opinions et mes commentaires. Donc, encore une fois, vous pouvez cliquer sur la réponse de votre choix. Je vais vous laisser un petit moment pour cliquer, puis répondre selon à votre convenance. Puis, pendant que vous répondez, je vous dis que c'est ça. Ça fait le tour de notre séance. Je vous rappelle que la séance de ce soir a été enregistrée, donc il vous sera possible de consulter à nouveau en vous rendant sur le site web de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à montréal.ca/Ahuntsic-Cartierville. Donc, c'est possible de rejoindre, de consulter l'enregistrement, de voir de nouveau la séance, mais aussi la présentation visuelle qu'on vous a présentée. Donc, il y a en format PDF, vous allez pouvoir y accéder. De plus, s'il y a des questions qui demeurent, si vous voulez partager d'autres commentaires, vous pouvez le faire jusqu'au 1er septembre par courriel à l'adresse francine.dubo@montréal.ca ou par la poste à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, voilà. Et un petit commentaire sur... Oui, donc, si vous voulez nous partager des commentaires, là, on va rester connecté encore quelques minutes. Donc, si vous voulez partager dans l'onglet questions-réponses des commentaires sur les points forts, les points faibles de la présentation, si vous avez sur l'activité, sur la présentation qu'on vient de faire, sur la formule qu'on vient de tenir, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas à les partager dans l'onglet questions-réponses. Sinon, je vous dis merci beaucoup à toutes, à tous d'avoir assisté à cette séance-là d'information et de consultation, puis je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup.